je m'appelle Vincent Laprévotte, je travaille à Nancy et je voulais tout de suite vous présenter l'équipe avec laquelle j'ai la chance de travailler. Donc notre centre s'appelle le CLIP, le Centre de liaison et d'intervention précoce. Il est situé dans une maison des adolescents, la maison des adolescents de Meurthe-et-Moselle, qui est au centre-ville de Nancy. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire. Vous voyez ici, l'équipe, c'est une petite équipe pour l'instant. Et quand on regarde par exemple le cadre de référence québécois, eh bien, on a fait des calculs par rapport au cadre de référence. C'est très utile, notre cadre de référence. Ça nous a permis d'annoncer à notre ARS qu'il nous faudrait à peu près un budget 8 fois supérieur pour pouvoir rentrer dans le cadre de référence du Québec. Merci beaucoup. Voilà, mais donc voilà, c'est l'équipe avec laquelle nous avons commencé il y a maintenant 2 ans. Et puis vous voyez ici des personnes en bas qui ont été aussi très importantes pour nous. Notre chef de pôle, Raïmond Schwann, la directrice des adolescents, de la maison des adolescents Marie-Thérèse Bazy, et puis 2 marraines de notre équipe, Anita Richer-Rössler, qui a travaillé jusque très récemment à Bâle et qui produit encore des recherches là-bas, et puis Amal Abdelbaki qui a formé nos équipes donc de l'université. Qui est mon ancienne résidente. Évidemment. Si vous le permettez, je vais donc commencer par enfoncer quelques portes ouvertes ici, parce que je ne suis pas sûr de vous apprendre grand-chose, mais en même temps, on va dire que c'est ce qui permet de poser un certain nombre de bases. Lorsque les psychoses se chronicisent, lorsqu'elles deviennent établies, lorsqu'elles durent dans le temps, eh bien, elles peuvent générer du handicap, première porte ouverte défoncée, et parfois un handicap très important. Et donc, l'OMS considère que la schizophrénie fait partie des 10 premières causes de handicap dans le monde. Il faut se souvenir par ailleurs, et Marc-André Roy l'a évoqué également, que eh bien, quelqu'un qui souffre de schizophrénie, c'est quelqu'un qui potentiellement perd un grand nombre d'années d'espérance de vie. Ça, c'est dramatique, et c'est d'autant plus dramatique que ça, ce chiffre-là, on n'arrive pas à le faire baisser. Et que concrètement, c'est très compliqué de faire autrement et de faire en sorte que ce chiffre baisse. Ça ne fait pas perdre que des années d'espérance de vie, pas toujours, mais quand même jusqu'à 25 ans, c'est très choquant. Du fait du jeune âge de survenue des troubles, on sait tous que nos jeunes patients eh bien, peuvent rencontrer une perte de chance sociale, affective, professionnelle, parce que quand on commence une psychose, on est généralement jeune, c'est un moment où on se construit dans sa vie personnelle, dans sa vie affective, dans sa vie professionnelle, et donc c'est un mauvais moment pour commencer une telle maladie. Je ne sais pas s'il y aurait un bon moment, mais on va dire que le moment est particulièrement mal choisi. Voilà. Le dernier point, même si on ne travaille pas pour ça, eh bien, il faut toujours avoir ça en tête malgré tout, ne serait-ce que pour convaincre nos tutelles et nos administrations. Eh bien, le coût actuel moyen des soins en France, il est estimé à 24 000 € par personne. On a finalement assez peu de données. C'est une étude un peu ancienne que je vous montre, mais enfin, néanmoins, c'est un point important. Deux éléments, à mon avis, dans la progression de la connaissance scientifique qui ont vraiment porté le développement de l'intervention précoce prôné par McGorry et tel que vient de nous le narrer Marc-André Roy. D'abord, la question d'un développement progressif de la psychose et non pas d'une psychose qui commence forcément au premier épisode constitué, quand les gens sont fin délirants, qu'on ne peut pas faire autrement que de les prendre, de les mettre à l'hôpital, même s'ils ne sont pas d'accord, et de les soigner avec des médicaments, même s'ils ne sont pas d'accord. Eh bien non, on sait que les psychoses ne commencent pas à ce moment-là, que ça commence plus tôt, qu'en général, on a 1 à 2 ans de retard en moyenne dans un système classique, 1 à 2 ans de retard en moyenne sur les premiers symptômes psychotiques francs. Et donc, il y a une vraie question à se poser. Une durée de psychose non traitée qui est longue. Et puis, certains modèles parlent même d'une durée de maladie non traitée qui est encore plus longue, qui peut aller jusque 5 ans, si l'on considère un certain nombre de symptômes plus discrets, plus fins, mais observables, évaluables, et on le sait tous, quand on discute avec les
patients, avec leur famille, eh bien, ils nous pointent un certain nombre de signes qui ont parfois été repérés bien avant, qui n'étaient pas forcément repérés comme une psychose franche, mais qui parfois étaient déjà extrêmement gênants. À tel point donc qu'il y a une vision assez consensuelle maintenant dans la littérature du fait qu'il y a un certain nombre de symptômes qui peuvent être décrits, des symptômes de base d'un côté, et puis un syndrome psychotique atténué d'autre part, qui peuvent être décrits avant le déclenchement des symptômes psychotiques francs. Deuxième point important, c'est que plus la durée de psychose non traitée est importante, et moins le pronostic est bon sur tous les symptômes, sur les symptômes positifs, sur le fonctionnement au quotidien, sur la qualité de vie. On sait que la durée de psychose non traitée va très fortement impacter tous ces éléments. Donc, il y a évidemment quelque chose à faire. Les axes prioritaires, au fond, c'est premièrement de réduire la durée de psychose non traitée, voire pourquoi pas la durée de maladie non traitée lorsqu'on essaie de s'adresser encore avant les premiers symptômes psychotiques. Et puis deuxièmement, de favoriser l'engagement dans le système de soins afin d'améliorer le pronostic, favoriser l'engagement dans le système de soins afin que les patients puissent recevoir l'ensemble des soins de la manière la plus assidue possible. Un autre point qui est important, c'est aussi de permettre un accès aux soins hors des conditions de crise, puisque on sait très bien que attendre le moment où globalement les patients ne sont plus en état de consentir aux soins est le pire moment finalement pour débuter les soins. On en a parlé tout à l'heure, les pionniers de l'intervention précoce, évidemment, ce sont notamment les équipes australiennes de Patrick McGorry, avec un certain nombre d'autres pays, d'autres régions du monde qui ont suivi, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada, le Québec plus précisément, la Suisse également, la Scandinavie, etc., etc. Et donc on a bien vu tout à l'heure qu'en France on avait un petit peu plus de mal à démarrer, mais on en reparlera tout à l'heure. Oui, c'est un euphémisme évidemment, mais que dans le même temps il y a quand même beaucoup d'initiatives maintenant. Il y a quand même beaucoup d'initiatives en France. Des initiatives qui sont beaucoup des initiatives locales, qui nécessiteraient maintenant certainement plus de coordination nationale, et c'est vraiment très encourageant, il y a de quoi être optimiste. Quelques principes de l'intervention précoce. Un premier principe peut-être utile, c'est des dispositifs adapté à l'âge. Alors, Patrick McGorry, dans ses articles, peut-être que vous l'avez vu, ils aiment bien dire « youth-friendly » pour ça. Voici une salle d'attente. Jusqu'ici, tout va bien. Elle est vide. Voilà. Ça va très bien. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut absolument confronter des jeunes qui entrent dans une maladie qu'on essaie de faire entrer le plus tôt possible dans le système de soins? Est-ce qu'il faut les confronter aux complications futures de ces maladies et aux difficultés futures qu'il peut y avoir? C'est pas si évident que ça. Je vais vous prendre un autre exemple pour bien se dire que c'est pas de la stigmatisation vis-à-vis des symptômes liés aux maladies que nous soignons que je fais. Pour en avoir discuté avec des collègues diabétologues, ils ont un peu le même problème. C'est-à-dire qu'ils ont des maladies, certains diabètes, qui commencent globalement adolescence, jeune adulte. Alors ils doivent beaucoup les recevoir, ils doivent faire de la psychoéducation, ils doivent faire tout un tas de choses pour que ce soit à ce moment-là que vraiment les bons réflexes se prennent. Et puis d'un autre côté, beaucoup de gens qui reçoivent sont des gens qui sont plus tard dans le développement de la maladie, ceux qui ont le plus de problèmes. Pas tout le monde, non, ceux qui ont le plus de problèmes, ceux qui ont des complications, des difficultés évolutives. Et ils se retrouvent un petit peu dans ce même problème de salle d'attente que nous, en se disant, mais faut-il vraiment qu'on mette tout le monde ensemble alors que les problématiques
ne sont pas forcément les mêmes, les évolutions ne sont pas forcément les mêmes, et la manière de soigner n'est pas forcément la même. Eh bien voilà, la question des dispositifs adaptés à l'âge est pleinement posée. Alors, pour vous raconter, nous, notre petite expérience nancéenne, c'est précisément la raison pour laquelle nous avons fait le choix de nous installer dans une maison des adolescents, parce que nous visons des jeunes de manière déstigmatisée, normalisée, et que nous nous sommes dit que c'était un bon endroit pour le faire. Des dispositifs adaptés à l'âge, je reviens juste un instant, ça veut dire qu'il faut se poser 2 minutes la question de la barrière qu'on sait tous assez artificielle, de la barrière de la limite d'âge, et notamment majeur, mineur, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que cette barrière-là, les psychoses, elles n'en ont rien à faire, et que très concrètement, une bonne manière quand même de s'adresser à cette question, c'est de pouvoir produire des dispositifs qui ne mettent pas une limite artificielle à l'âge de la majorité à 18 ans. Un deuxième point qui est très important, c'est donc de permettre le maintien dans la communauté au maximum. Et donc de favoriser au maximum du maximum des dispositifs qui sont ambulatoires, dont la plus grosse partie de l'intervention est ambulatoire, de l'ambulatoire intensif, mais de l'ambulatoire au maximum. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être connecté avec des services d'hospitalisation, parce qu'on en a besoin, il y en a besoin, et idéalement, être connecté avec un service d'hospitalisation qui est lui-même youth-friendly, par exemple, lorsque c'est possible, eh bien c'est un point qui est intéressant, ou au moins dans lequel on a prévu un aménagement spécifique qui permette d'accueillir des populations plus jeunes. Mais permettre le maintien dans la communauté est essentiel. Alors, c'est la raison pour laquelle on peut vraiment se poser la question, faut-il mettre ces dispositifs au sein de l'hôpital psychiatrique comme ça, avec un beau panneau qui fait un peu peur? Je crois qu'au Finatier, il n'y a plus de panneau comme ça. L'entrée, si j'ai vu, l'entrée est plus cool maintenant. C'est mieux, hein, chez nous, au CPN, c'est encore un peu... au centre psychothérapique de Nancy, pardon, c'est encore un peu comme ça, voilà. On a encore un grand porche sous lequel il faut passer, le dos plié pour rentrer dans l'hôpital psychiatrique. Et vraiment, quand on s'est vraiment posé la question de savoir où on allait implanter notre centre, il y a bien une chose qui était sûre, c'est que pourtant on avait de la place hein, au CPN, je vous assure. C'est un bel endroit, par ailleurs, un très beau parc, enfin vraiment c'est charmant, mais vraiment on s'est dit non, c'est pas là, clairement pas là qu'il faut le mettre, on va le mettre plutôt en ville. Autre point important, la réactivité de l'équipe. Ceci est un téléphone portable, ça ne vous aura pas échappé. Ça veut dire se donner les moyens pour que les équipes puissent réagir le plus possible. On parlait d'ambulatoire intensif, mais c'est vraiment ça. Je me tourne vers Marc-André Roy. Patrick McGorry, lui, propose 24-24, 7 jours sur 7, globalement. Je ne sais pas, il me semble que le cadre de référence du Québec est à 6 jours sur 7 actuellement. Oui, puis c'est 6 jours sur 7. Le 6e jour, c'est pas nécessairement... Et le soir, c'est vraiment plus d'avoir un intervenant de garde qui peut prendre les appels. Et si je me souviens bien, et je dis peut-être une bêtise, mais c'est 20 heures sur 24 au Québec? Mon souvenir, c'est jusqu'à 20 heures. Jusqu'à 20 heures. C'est ça. Alors, nous, clairement, à Nancy, on a une petite équipe de 6 personnes, vous avez vu, on en est très très loin également. Alors, je suis rassuré quand j'entends des Québécois dire « Ah, on n'y est pas encore tout à fait ». Voilà, on n'y est vraiment pas, là. Actuellement, c'est je dirais, quand même... il y a souvent des gens à la clinique jusqu'à 17h30 à peu près, mais pas nécessairement pour prendre des appels. Actuellement, on a un fonctionnement vraiment mais néanmoins, on est d'accord que cette réactivité le plus élargie possible, y compris à des zones très avancées, c'est un bel objectif quand même à atteindre, et un bel objectif encore à atteindre dans les prochaines années.
nous avons fait le choix de donner un... Et je sais qu'on n'est pas les seuls, Juliette Martin, qui parlera tout à l'heure, fait comme ça aussi, je ne sais pas si Alain dira un mot. On a fait le choix de donner à nos case managers des smartphones sur lesquels ils puissent répondre directement aux patients, sur lesquels ils peuvent échanger par texto, sur lesquels ils peuvent échanger par mail aussi avec les patients. Donc il y a toujours un petit message de sécurité qui est attention, je ne consulte pas régulièrement ce téléphone, n'utilisez pas ce téléphone en cas d'urgence, appelez les urgences, etc. Enfin, vraiment, voilà, un petit message sécurisé, mais néanmoins, les case managers ont smartphone de manière à pouvoir, c'est tout bête, mais rappeler à un patient, c'est pas pour faire grand chose, en fait c'est pas pour réagir en cas d'urgence, c'est pour envoyer un petit texto du genre à nos patients pour dire du genre bah, tu te souviens que tu as rendez-vous demain après-midi, voilà, on t'attend, on est là, voilà. C'est des petits messages comme ça. Évidemment, ça nous aide beaucoup à ancrer les patients dans le suivi. La notion de case management intensif, Marc-André Roy a commencé à en parler. Alors, oui, c'est vrai, nous, on se pose beaucoup la question d'utiliser le terme de case manager. Moi, je suis toujours preneur, effectivement, de traduction adéquate. Globalement, ça veut dire que le case manager, il est en contact avec une petite file active, 10 à 30. Il y a un chiffre dans le cadre de référence du Québec 16 à 20. 16 à 20, on est si compte. je me rappelle. Ah, 16 à 20, oui, mais qui peut être modulé en fonction des autres tâches. Par exemple, il y a une infirmière dans l'équipe qui est dans la cohorte est plus modeste parce qu'elle va s'occuper beaucoup des soins infirmiers. Et il est aussi prévu d'avoir une évaluation de la lourdeur de la clientèle. C'est ça. Ce qui fait que ça peut être modulé en fonction de ces paramètres-là. Mais le point important est évidemment qu'ils ont peu de personnes en file active pour favoriser, maintenir cette réactivité dont on parlait à l'instant et pouvoir réagir le plus possible. Et puis, les autres intervenants, dont le psychiatre par exemple, peuvent parfois avoir un nombre de patients en file active beaucoup plus important, l'essentiel étant que le case manager, lui, soit beaucoup plus disponible. Alors, selon les équipes dans le monde, le case manager peut être infirmier, psychologue, travailleur social, ergothérapeute, et souvent, au sein de la même équipe, on a plusieurs corps de métier qui vont faire case manager. Vraiment, l'idée, c'est que le case manager est un peu le fil rouge pour le patient au sein de toute la prise en charge. C'est à lui qu'il peut se référer en permanence, c'est lui qui va l'accompagner dans toutes les démarches du centre, avec pour objectif de réduire les symptômes et aussi de maintenir l'insertion sociale. Et on est bien d'accord que ce case manager, il va sortir du centre, il va aller au contact du patient, il va, si possible, se rendre à domicile du patient, etc. etc. Ce n'est pas des concepts qui nous sont totalement étrangers quand même, mais loin de là. Hein. Mais la question, c'est vraiment de se concentrer sur un petit nombre de cas. Voilà. La question, c'est vraiment la question de l'intensité de ce dispositif. C'est là qu'est le point, certainement. Sur la question de la détection précoce, c'est-à-dire vraiment sur la question de voir ce qui se passe dans les symptômes précurseurs, dans cette fameuse durée de maladie non traitée dont on parlait tout à l'heure. Évidemment, il y a une dimension d'évaluation qui est encore plus importante parce que les symptômes sont fins, ils sont discrets. Vous avez ici un résumé d'un grand nombre d'échelles qui ont été générées dans ce mouvement d'analyse de ces symptômes fins. Je vous en ai entouré quelques-unes qui sont vraiment beaucoup plus utilisées en termes d'évaluation des symptômes UHR, notamment la CIPS et la CARMS, qui sont assez focalisées sur les symptômes, sur le syndrome psychotique atténué, et puis la SPI-A, qui est une échelle qui est plus centrée, qui est une échelle d'origine germanique, et qui est plus centrée sur les symptômes de base, des symptômes plus discrets, d'allure plus cognitive, qui précèdent
la maladie. En termes d'intervention thérapeutique, sur le plan médical, et il y aura une session cet après-midi vraiment sur cette question, et donc je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais sur le traitement, sur le plan médical et surtout pharmacologique, le point important est évidemment d'initier les traitements à faible dose et avec une augmentation progressive, hein, afin d'être suffisamment prudent et d'observer suffisamment ce qui se passe. Et évidemment, plus on intervient tôt, plus on peut se permettre cette dimension-là. Plus on intervient tôt, moins on a de troubles du comportement, plus on a un patient qui adhère aux soins, et plus on peut se permettre une pharmacothérapie prudente et réaliste. Deuxième point important, des interventions psychologiques, et c'est vraiment une notion fondamentale, à tel point que quand on ne s'adresse pas au premier épisode, mais quand on s'adresse à avant le premier épisode, pour les patients à ultra haut risque, pour les patients en état mental à risque, et bien là, c'est l'essentiel de l'intervention, les interventions psychologiques. Et de toute façon, elles sont absolument essentielles dans la suite du traitement, y compris pour les personnes qui présentent un premier épisode de psychose. C'est de la psychoéducation. Ce sont des TCC, et notamment basés sur la gestion du stress, parce que quand on aide les patients à gérer le stress quotidien et l'anxiété quotidienne, comme l'a montré Marc-André Roy tout à l'heure, on arrive à faire baisser le niveau de symptômes positifs. Il faut aussi se rappeler une chose, c'est que un nombre non négligeable de patients qui souffrent d'un premier épisode de psychose ont aussi des antécédents de psychotraumatisme. Et c'est un point à ne pas négliger et sur lequel des TCC, une fois que la situation est stabilisée, peuvent être utiles et agir. Troisième point, de la gestion des symptômes positifs, avec parfois des programmes spécifiquement adaptés pour la gestion des symptômes positifs. Je pense par exemple à un programme que nous utilisons à Nancy, qui est l'entraînement métacognitif, le Metacognitive Training, qui est un programme d'analyse métacognitive des symptômes positifs et de réappropriation, finalement, des processus qui génèrent les symptômes positifs. Et puis, évidemment, de la remédiation cognitive lorsqu'elle est appropriée. Le travail sur le mésusage des substances est nécessaire, et très clairement, l'analyse de la littérature montre que un outil utile pour ça, c'est l'entretien motivationnel, et que des stratégies classiques, qui ne sont pas spécifiques forcément du premier épisode, mais du type entretien motivationnel, sont tout à fait efficaces dans ces circonstances-là, qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus ou de trucs très sophistiqués pour intervenir. Autre point de contenu des programmes essentiels, des programmes de rétablissement fonctionnel avec de la réhabilitation, des programmes de retour à l'emploi ou aux études, et puis l'implication des familles, comme on en a parlé tout à l'heure, avec le fait de toute façon de les associer, d'associer les familles dès le début de la prise en charge à la discussion sur les soins, et puis éventuellement de leur proposer également des interventions spécifiques en groupe. Chez nous à Nancy, j'ai pas honte de dire qu'on a du retard par rapport à ça, et qu'on est très admiratif de certaines choses qui se développent ici à Lyon pour ça, et qui sont tout à fait novatrices. Alors, est-ce que ça marche, tout ça? Est-ce que c'est vraiment efficace? Un tout petit point d'abord sur les dernières méta-analyses là-dessus, puis ensuite on va rentrer dans le détail de quelques études. La méta-analyse de Christophe Correl de 2018 est repartie sur une dizaine d'études qui ont comparé l'intervention précoce au système de soins classique
sur un certain nombre de personnes, sur les patients et sur les premiers épisodes, et ça sur différentes durées, entre 6 mois et 24 mois. Et globalement, Chris Correll a montré que l'intervention précoce permettait significativement, clairement, de diminuer le nombre d'hospitalisations pour les patients, d'améliorer le retour au travail, le retour à l'école, et puis aussi permettait de diminuer les symptômes. On a un certain nombre d'études aussi qui nous montrent que l'intervention précoce, c'est l'objectif initial, mais encore fallait-il le démontrer, que l'intervention précoce diminue effectivement la durée de psychose non traitée. Les études scandinaves, danoises, nous ont montré très clairement qu'en comparaison aux soins classiques, l'intervention précoce permet de diminuer les symptômes positifs, mais également les symptômes négatifs, et c'est une donnée que reprend la méta-analyse de Chris Correll récemment, qui reprend bien que oui, l'intervention précoce permet de diminuer les symptômes positifs, mais aussi les symptômes négatifs. Plus récent, cité par Marc-André Roy, mais je vais remettre ça me paraît être essentiel. Finalement, les études sur l'intervention précoce, on a encore assez peu de recul sur la question de la mortalité, etc. Et pour moi, il me semble que cette étude est absolument primordiale parce que c'est l'une des premières vraiment qui s'intéresse à la question de la réduction de la mortalité. On sait que les patients qui font un premier épisode de psychose, ils ont un risque de mortalité qui est considérablement augmenté par rapport à une population du même âge. C'est vraiment un élément essentiel. Quand on donc voit que l'intervention précoce permet de diviser par presque 2 le risque de mort par suicide, on se dit qu'il y a quelque chose qui est essentiel dans cette manière de fonctionner. Ça permet d'améliorer le fonctionnement social, je l'ai dit, ça permet aussi de réduire le poids de la maladie pour les familles, ainsi que la qualité de vie des patients. Et puis enfin, donc on est d'accord, on est toujours d'accord depuis tout à l'heure, on ne travaille pas pour ça, mais enfin quand même, c'est un point essentiel, l'intervention précoce permet de faire des économies par rapport au système de soins classique. Parce que si on regarde toutes les améliorations que cela permet, il est évident que ces améliorations, ne serait-ce que la diminution du nombre d'hospitalisations, du nombre de jours d'hospitalisation, eh bien il est évident que ça permet de faire des économies. Encore fallait-il le démontrer, ce qu'a fait l'équipe de Parc. Alors, c'est un livre sterling, j'en suis désolé, sur un an ça a permis une économie de 5360 livres sterling sur un an, c'est quand même considérable si on considère le cours actuel de la livre sterling. Alors je sais bien que c'est pas forcément très, dans cette période, pas forcément très fiable, mais globalement ça doit faire à peu près 5008, 5009, pardon, 5800 euros, 5900 euros, quelque chose comme ça. À ça, on ajoute les économies qui sont en lien avec la perte d'emploi et avec les arrêts de formation, hein, qui sont évalués autour de à peu près 2000 livres sterling, cette fois-ci sur 3 ans. L'intervention précoce permet de faire des économies de santé. Un tout petit point sur la détection précoce. J'ai une image qui a disparu. C'est pas grave, c'est la vie. Donc je vais vous décrire l'image qui était là. C'était simplement la référence de ce qui est en dessous. Un petit point sur la détection précoce, c'est-à-dire vraiment sur le fait d'intervenir au stade haut risque. Est-ce que c'est efficace ? Il y a encore un peu débat dans la littérature à ce sujet. Certaines méta-analyses retrouvent une efficacité de l'intervention précoce avec des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Donc ici vous avez les chiffres de l'image disparue qui est la méta-analyse de l'EPA qui est parue dans je risque de vous dire une bêtise si j'essaie de vous dire le journal de tête, mais en tout cas c'est la méta-analyse de l'EPA qui est parue en 2015 et qui retrouvait
jusqu'à une réduction du risque de transition vers la psychose jusqu'à 60% à 6 mois et encore 59% à 18 mois. Donc, une réduction du risque de développer une maladie qui est importante. Cette notion est encore controversée. Il y a une méta-analyse plus récente qui ne retrouve pas d'effet. Et donc, certainement que les études sont encore à affiner sur ce sujet, peut-être notamment en focalisant sur certains groupes de patients en particulier. Mais il y a une vraie question. Et alors, paradoxalement, certaines études ont clairement montré une efficacité économique de la détection précoce au stade ultra haut risque, donc très tôt, avec des patients qui auront moins d'hospitalisation, moins de fréquentation par la suite du système de soins, et donc des économies de santé. Je pense qu'il me reste encore quelques minutes, juste pour pointer 3 enjeux qui me semblent fondamentaux. On est bien d'accord, quand on parle d'intervention précoce, il y a donc une différence d'approche fondamentale, qui est le fait qu'au fond, on n'a pas un bloc, les psychoses, voilà, sur lequel on articule tout le système, et globalement tout le monde est au même niveau, mais non, il s'agit d'agir par stades différents, en considérant que ces stades ont une clinique qui peut être différente, surtout un pronostic qui peut être différent, et des méthodes de soins qui sont également différentes. Un deuxième point qui est important, c'est la notion d'optimisme, qui est absolument fondamentale, c'est-à-dire que d'abord, moi je peux témoigner du fait que c'est sympa de travailler en intervention précoce, que ça rend soi-même optimiste, que le fait de travailler dans cette perspective-là avec les patients, naturellement, fait voir les choses autrement, qu'on voit des patients qui vont avoir des trajectoires qui sont différentes, et que cet optimisme-là, il faut le cultiver, ça donne envie de se lever le matin, c'est bien, c'est sympa. Un tout petit point d'ailleurs sur cette question d'optimisme, alors il ne s'agit pas d'être des optimistes BA en disant allez, on va guérir tout le monde va aller mieux, etc., mais plutôt des optimistes raisonnables. Un dernier point qui me semble essentiel, c'est que donc on parlait tout à l'heure du fait qu'en France, on est clairement en retard sur la question de l'intervention précoce. Il y a pas mal d'initiatives maintenant en France qui naissent, des initiatives locales, pas mal de programmes qui émergent avec parfois des objectifs multiples. L'intervention précoce a été citée, voilà, il y a clairement une volonté aussi du point de vue des tutelles, enfin on en entend parler maintenant, la ministre a évoqué la question, la ministre de la Santé a évoqué la question plusieurs fois, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un mouvement qui naît. Les objectifs peuvent parfois être multiples sur le territoire, et donc il y a vraiment nécessité d'une cohérence maintenant en France, avec à mon avis 2 mouvements. Un mouvement qui est plus descendant, à mon avis, si je peux dire, qui est le fait de pouvoir produire des cadres de référence, un petit peu comme ce qui a été fait au Québec, mais ce qui est fait dans de nombreux autres pays, sous forme d'échelle de fidélité, parfois sous forme vraiment de pouvoir produire un cadre de référence conforme aux données de la littérature. Et puis il y a un autre mouvement de coordination, à mon avis, qu'il va falloir trouver, qui est le fait de se parler entre centres, d'échanger énormément, un mouvement plus ascendant, voilà, hein, qui remonte plus du terrain, qui est le fait d'échanger nos pratiques, de regarder ce qui marche, de regarder ce qui marche en France, parce qu'on a nos spécificités locales, on a nos spécificités du marché de l'emploi, on a, etc., etc. Et tout ça, eh bien, ça nécessite de beaucoup se parler les uns avec les autres, de beaucoup échanger sur nos pratiques. Voilà. J'en ai fini et je vous remercie pour votre attention.